Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24 à la une de l'actualité. Une retraite présidentielle revue dans un projet de loi et adoptée par l'Assemblée nationale burundaise. À quelques mois du scrutin présidentiel, le chef de l'État sortant, Pierre Nkurunziza, portera le titre symbolique de guide patriotique et aura droit dorénavant à plusieurs avantages financiers et matériels. Au Tchad, l'entreprise Coton Tchad est au beau fixe depuis sa privatisation en 2018. Cette filière qui fait vivre directement plus de 4 millions de Tchadiens connaît une renaissance. La campagne 2019-2020 promet plus de 180 000 tonnes de coton. 1 090 000, c'est le nombre d'enfants non scolarisés au Soudan du Sud. Le système éducatif a été anéanti par de nombreuses guerres civiles qui ont ravagé le pays depuis plusieurs années. Dans son dernier rapport, l'UNICEF alerte de l'urgence de la situation. À quelques mois seulement de la tenue de l'élection présidentielle au Burundi prévue en mai 2020, le président sortant Pierre Nkurunziza rassure les populations en affirmant ne pas vouloir se présenter au prochain scrutin. Toutefois, l'Assemblée nationale a statué et adopté un nouveau projet de loi concernant la retraite présidentielle. Un projet de loi qui fait du chef de l'État le guide patriotique, un titre symbolique, mais pas que, puisque ce titre lui permettra de bénéficier d'avantages financiers et matériels importants. Un sujet de Nelly Claude Ebessa, commentaire de Marcel Farba-Maoun. Au moment où le président burundais Pierre Nkurunziza rassure qu'il ne se présentera pas au scrutin présidentiel prévu en mai 2020, les parlementaires ont adopté un projet de loi portant sur la retraite du président sortant. Ce projet, qui élève le chef de l'État au rang de guide patriotique, lui accorde d'être traité dignement tout en lui faisant bénéficier d'avantages financiers et matériels importants. Un projet de retraite présidentielle uniquement appliqué au président burundais ayant accédé au pouvoir par la voie démocratique. On peut comprendre que l'Assemblée ait voulu privilégier des hommes qui ont été élus démocratiquement, sauf que si vous prenez l'histoire de ce pays depuis 62 à nos jours, il n'y en a eu que deux. Pour eux, c'est plus facile d'exclure les poutistes, un peu comme Pierre Bouyoya ou encore ceux qui sont arrivés par voie conventionnelle, tel qu'on le dit par rapport aux accords d'Arusha. Mais en même temps, ce n'est pas correct quand on veut réconcilier un pays par rapport à son histoire. Le projet de loi accordera également une allocation d'1 milliard de francs burundais à percevoir une fois que le président sortant quitte le pouvoir, un salaire à vie, un logement et les mêmes avantages qu'un vice-président en exercice. Sur le plan judiciaire, le président Nkurunziza continuera de bénéficier d'un privilège de juridiction devant la Cour suprême ainsi qu'un système de sécurité approprié. Cela n'est pas correct quand on connaît l'état de pauvreté de ce pays. La jurisprudence Nkurunziza, telle qu'on peut l'appeler, c'est quand même un mauvais signal. Ce n'est pas une bonne chose pour un pays qui est assez pauvre de donner autant de privilèges à un seul homme qui ne le mériterait pas en soi parce que son bilan n'est pas aussi positif qu'on pourrait le croire. L'actuel chef de l'État burundais Pierre Nkurunziza a déjà déclaré à plusieurs reprises depuis juin 2018 qu'il ne briguera pas un nouveau mandat en 2020. Le Burundi organisera 3 scrutins en mai 2020, notamment la présidentielle, les législatives et les élections dédiées aux conseillers municipaux. Des tensions dans la sphère politique ivoirienne, notamment après la levée de l'immunité de Guillaume Soro, l'ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne, et de 5 députés accusés d'atteinte à l'autorité de l'État. L'opposition ivoirienne dénonce une procédure illégale, une décision qui viole les fondements démocratiques de la constitution du pays. 3 groupes parlementaires, PDCI, Vox Populi et Rassemblement, exigent la suspension des poursuites contre leurs collègues. Les précisions d'Amenedji. Sur requête du groupe parlementaire du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP, coalition au pouvoir, le bureau de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a levé l'immunité parlementaire de Guillaume Soro et de 5 autres députés ivoiriens en détention depuis le 23 décembre et accusés d'atteinte à l'autorité de l'État. Une procédure qui ouvre ainsi la voie à un jugement de ces élus. À la lecture du règlement de l'Assemblée nationale de l'article 45 à l'article 49 en rapport avec les immunités, la seule voie de ces
saisine prévue par le règlement pour la levée de l'immunité est du ressort du parquet, du procureur de la République. Exigeant la suspension immédiate de leur détention et la suspension des poursuites à l'encontre de Guillaume Soro, Madame Yasmina Ouigné, porte-parole de l'opposition, composée des groupes Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Vox Populi et Rassemblement, estime qu'aucun groupe parlementaire ne peut demander la levée de l'immunité d'un autre qualifiant d'illégitime l'actuel bureau de l'Assemblée nationale ivoirienne. Le groupe parlementaire HDP estime que si cet alinéa donne la possibilité à tout autre demandeur, outre le procureur, de demander la suspension des poursuites, il doit être aussi reconnu que ce demandeur peut également demander la levée de l'immunité parlementaire de n'importe quel député. Ce qu'ils ont fait, donc parallèle des formes, ils estiment. Pour rappel, la justice ivoirienne a lancé contre Guillaume Soro, ex-premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale, un mandat d'arrêt international pour atteinte à l'autorité de l'État, recel, détournement des deniers publics et blanchiment de capitaux depuis son retour avorté en Côte d'Ivoire à quelques mois du scrutin présidentiel d'octobre 2020. Mise en route du projet portant sur la décentralisation du Cameroun, et ce, à quelques semaines seulement de la tenue du double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020. Une loi a été promulguée en décembre 2019, une loi qui permet la mise en place d'une des résolutions phares du grand dialogue national, à savoir le statut spécial aux régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Cette loi apporte donc d'importants changements avec plus d'autonomie pour ces régions et une gestion locale de l'administration des grandes villes. Un sujet de Caroline Kamsefem. Le 24 décembre 2019, le président camerounais Paul Biya a promulgué une nouvelle loi qui, de manière générale, accélère le processus de décentralisation avec un statut spécial accordé aux deux régions anglophones. Elle consacre aussi le transfert de 15% des recettes de l'État aux collectivités territoriales décentralisées, la création de conseils régionaux, la suppression du poste de délégué du gouvernement et une règle d'autochtonie à prendre en compte pour l'élection des maires des grandes villes. Promulguée à quelques semaines de la tenue des élections municipales et législatives du 9 février 2020, cette loi implique de nouveaux enjeux de part et d'autre. Avant, vous aviez 14 communautés urbaines et les délégués du gouvernement étaient nommés par décret présidentiel. Maintenant, ils seront élus par l'ensemble des conseillers municipaux. Ces villes-là, notamment les villes à communauté urbaine, telles que Konsamba, Edea, Douala, Yaoundé, etc., la bataille sera beaucoup plus importante parce qu'au-delà des mairies prises individuellement, il s'agit de conquérir, ou bien pour les partis d'opposition de conquérir, et pour le parti au pouvoir de conserver ces super mairies des villes-là. Et c'est des gros enjeux financiers. Quand on prenait Yaoundé, le budget tourne autour d'une quarantaine de milliards et parfois dépasser la soixantaine. Malgré quelques pesanteurs, notamment la capacité dont dispose le chef de l'État et les préfets de dissoudre respectivement les conseils régionaux et municipaux, cette loi présente de l'avis des acteurs politiques une grande avancée qui devait susciter un réel engouement autour du double scrutin prochain. De l'engouement, non seulement, et on a pu l'observer, pour être candidat ou élu, mais également auprès des électeurs. Parce qu'il y a quand même des avancées, on ne peut pas le nier. Théoriquement, il y a des avancées. On parle quand même maintenant de la suppression du contrôle d'opportunité de l'administration pour aller vers le contrôle de régularité tout simplement. Ça aussi, c'est une avancée. C'est pour cela que moi, je n'ai eu de cesse de dire aux populations de participer massivement aux élections législatives qui s'en viennent, parce que ce sont des lois et il y a un seul endroit où on défait les lois. C'est une loi qui a été votée, il faut la défaire parce qu'elle présente des insuffisances. Et bien, le lieu par excellence où cela se fait, c'est à l'Assemblée nationale. La loi sur la décentralisation du 24 décembre découle du grand dialogue national. Elle apporte des réponses concrètes aux désirs d'autonomie mis en évidence dans le cadre de la crise anglophone. Le double scrutin du 9 février devrait ainsi favoriser la mise en œuvre de la dite loi et permettre une redistribution des cartes pour une meilleure gestion des communautés territoriales décentralisées. Le Sénégal s'apprête à relever un nouveau défi sur le plan économique afin de garantir la réussite de l'exercice budgétaire de l'année 2020. C'est à travers de nouvelles dispositions, notamment axées sur la gestion budgétaire, que le pays vise une bonne performance qui s'inscrit dans la continuité de l'année 2019. Un remodèlement de la chaîne des responsabilités est nécessaire avec une meilleure répartition des ressources. Le dialogue sera
également plus ouvert entre le ministère chargé des Finances et les autres ministères du pays afin d'identifier les obstacles et assurer une démarche plus participative. Un sujet d'Amenedji. Le Sénégal s'apprête à vivre un moment crucial, celui d'un changement de paradigme dans la gestion des finances publiques. Ces dernières se déclinent à travers deux réformes majeures, à savoir la budgétisation par programme et la déconcentration de l'ordonnancement. Ces dispositions permettront de transformer les modalités de gestion des deniers publics en faisant de la performance la cible de l'action de l'État. C'est au niveau des instances régionales qu'on a défini une nouvelle méthode de gestion budgétaire. Cette nouvelle disposition permet désormais à chaque ministre de gérer son budget. C'est une forme d'autonomisation qui permettra donc au suivi budgétaire de chaque ministère. Le budget arrêté pour l'année 2020 est de 4 223 milliards de francs CFA. Les ressources sont désormais affectées à des services et des projets. Les crédits de chaque ministère sont quant à eux affectés dans des programmes représentatifs d'une politique publique. Beaucoup plus le ministère du budget qui fera le travail en amont. C'est vrai qu'avec un rapport avec le ministère des Finances, le budget, avant d'être voté, est étudié. Parce que c'est quand même le ministère des Finances qui détient les clés des possibilités financières. En amont, oui, un travail sera fait pour le dispatching de ces ressources-là. Mais une fois ceci fait, l'autonomisation doit être réelle. Au Sénégal, le projet de la loi des finances de 2020 comprend 10 dotations et 122 programmes budgétaires, dont 7 pour les comptes spéciaux du Trésor. Ces programmes sont répartis en 366 actions qui couvrent la totalité des ambitions du plan Sénégal émergent. Au Tchad, la société publique Coton Tchad est au beau fixe depuis sa privatisation en 2018. L'État tchadien avait vendu 60% de ses parts de l'entreprise à la multinationale singapourienne Olam. Une vente rescousse pour pallier ses difficultés budgétaires. Le pays a vu sa production de coton chuter de 171 000 tonnes à 35 000 tonnes en 2 ans avant ce processus de privatisation. Un drame pour la zone méridionale du pays où l'on estime à 4 millions le nombre de personnes vivant directement de la filière. Aujourd'hui, l'entreprise fait cap vers une meilleure production à 180 000 tonnes estimée pour la campagne 2019-2020. Un sujet de Philomène Tine. Partiellement privatisé à hauteur de 60%, soit plus de 9 milliards de francs CFA en avril 2018, la Société nationale Coton Tchad, auparavant sujette à un endettement très important, va mieux depuis. Pour un secteur si stratégique qu'est le coton au Tchad, cette privatisation n'avait pas manqué de soulever quelques inquiétudes auprès des producteurs. Mais la situation prévalait vu la baisse préoccupante de la production de coton dans le pays. La privatisation de la Société nationale cotonnière du Tchad, ça peut avoir quelques inconvénients économiques en termes de baisse de revenus, puisque le pays ne peut pas être autonome dans sa prise de décision. D'un autre côté, compte tenu de la baisse de niveau de productivité du coton, c'est une stratégie du gouvernement pour relancer le secteur cotonnier. La Coton Tchad fournit des engrais, des semences et outils aux producteurs. Elle détient le monopole de l'achat et de la commercialisation du coton graine au Tchad. Malgré le processus de réforme en 2012, en plus d'un montant de subvention de plus de 173 milliards de francs CFA sur 5 ans, la filière cotonnière se trouvait dans une impasse au Tchad. Avant le pétrole, c'est le coton qui animait le circuit économique du Tchad pour les exportations. Si cette privatisation est bien cadrée, cela pourrait déjà aider cette entreprise qui est presque mourante et contribuer à la croissance du pays. Comme troisième produit d'exportation du Tchad, la filière coton a des années durant subi les contre-coups de la crise financière. L'UNICEF exhorte les autorités sud-soudanaises à œuvrer davantage pour relancer l'éducation pour les enfants dans ce pays où le taux d'alphabétisation est le plus bas au monde. Le système éducatif a été anéanti par plusieurs années de guerre civile quasi ininterrompue. Dans son rapport intitulé « Lutter contre la crise de l'apprentissage », l'UNICEF alerte sur cette situation urgente. Un sujet de Corinne Kamsefem.
En 2019, l'État du Soudan du Sud n'a dédié que 5,6% de son budget national au financement de l'éducation, soit le taux le plus faible en Afrique de l'Est. Pourtant, la norme internationale prescrit une part de 20%. Dans son rapport annuel, l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, recommande à ce pays d'investir davantage dans l'éducation des enfants, surtout que 2,2 millions d'entre eux n'ont pas accès à une éducation de qualité. La pauvreté, la discrimination due au sexe, au handicap, à l'origine ethnique ou à la langue d'enseignement, à l'éloignement physique des écoles et à la médiocrité des infrastructures sont parmi les obstacles qui continuent d'empêcher les enfants les plus pauvres d'accéder à une éducation de qualité. Le conflit qui a éclaté en 2013 a contraint plusieurs enfants à délaisser l'école alors que plusieurs établissements ont été transformés en camps militaires. En 2018, l'UNICEF estimait à 19 000 le nombre d'enfants enrôlés dans les groupes armés. Avec quasiment 7 années de conflit interne, les effets de la guerre sont tout à fait incommensurables. Donc, évident que si le Soudan veut vraiment se booster sa croissance économique, il va falloir organiser très prochainement une table ronde des bailleurs de fonds, notamment sur le secteur de l'éducation. Je précise bien que le secteur de l'éducation au Soudan a été longtemps géré par les missions évangéliques américaines, qui étaient quasiment à la base de la sécession avec le Soudan. À côté de la libération, la démobilisation et la réinsertion des enfants soldats du Soudan du Sud, l'UNICEF insiste sur une offre éducative de qualité alors que les pourparlers sont en cours pour un retour définitif de la paix dans ce pays. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.